En fait, il n'y a que des lecteurs. Voilà. Bon, C'est bah ce alors qui nous c'est unit. parfait. Mais on est tous lecteurs, mais aussi on a appris, appris. D'ailleurs, on a pris où, Viviane Ami? Parce que vous m'avez parlé à l'instant, on a discuté quelques minutes ensemble, Oui, et vous m'avez parlé de l'importance, pendant que je suis en train de regarder mes notes, de l'importance des bibliothèques dans votre jeunesse et dans votre apprentissage de la lecture, en tout cas dans votre amour de la lecture. oui, bah ça, je pense que c'est un classique, mais quand même, je veux dire, je dirais que on est arrivé, mes parents, mes sœurs, mon frère et moi, nous sommes arrivés en France en 56. J'avais 3 ans, et on a attendu 3 ans pour être dirigé, orienté, ce que je sais, vers une ville qui s'appelle Villiers-le-Bel, parce qu'on avait un appartement qui nous attendait, puisque bon, je suis née en Égypte, et en 56, ben, euh, être juif et français en Égypte, c'était pas terrible. Donc ça faisait deux trucs qui font que euh, les, bah, les Français et les Juifs ont dû partir. Bref, nous sommes arrivés, ma famille et moi, nous sommes arrivés en France. On a passé 3 années à Marseille en attendant que les immeubles à Villiers-le-Bel soient construits. Et donc, nous sommes arrivés et nous avons habité dans un immeuble à 2 portes qui se trouve toujours d'ailleurs rue Alexis Varagne. Je me souviens, c'est quelque chose. Et donc, j'avais 6 ans. Mes sœurs avaient 8 et ont toujours, mon Dieu, 8 et 9 ans de plus que moi. Et donc, c'est vrai que quand on a 6 ans, ses frères et sœurs qui sont plus âgés, 6 ans, quand on est enfant, 1 an, c'est énorme. Et donc, j'ai appris avec mes sœurs, mes parents, le travail de mes parents, l'école aussi, et la bibliothèque. J'ai découvert ce que c'était qu'une bibliothèque. Alors peut-être c'était prédestiné dans la mesure où je suis née à Alexandrie, et que quand je me suis retrouvée dans les locaux de la maison d'édition qui se trouve cours de la maison brûlée, je me dis ah tiens, je vais reconstituer la bibliothèque d'Alexandrie. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à avoir des ambitions plus que démesurées. Mais peut-être effectivement que la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque n'avait pas le même nombre d'ouvrages que ma propre bibliothèque. Mais ça, ou une des bibliothèques pour lesquelles vous travaillez. Donc toujours est-il que je me souviens très bien, donc pour aller donc mes 2 pieds d'enfant me menaient à la bibliothèque. Ça passait, c'était le même chemin pour aller à l'école. Et puis je devais faire voilà, ça faisait ça. Alors là, il y avait l'école. Là, il y avait un square pour enfants, enfin avec du sable, je sais pas quoi, des jeux. Et de l'autre côté, il y avait la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'était le lieu de tous les possibles, c'est-à-dire de pouvoir rêver de tout savoir. À l'époque, on ne sait pas qu'on ne peut pas tout savoir quand on a 6 ans. Et c'est vrai que je crois que ça a été déterminant, déterminant, déterminant pour. Puis surtout, maintenant c'est fini. Je veux dire, dans la plupart des librairies maintenant, on essaye de faire en sorte que les rayons soient à hauteur d'homme, comme on dit. Moi, j'ai connu des bibliothèques, mais aussi les librairies où il fallait lever les yeux et monter sur des échelles. Et je me souviens quand j'ai commencé à travailler dans l'édition, je travaillais. Excusez-moi, ça part. Mais de toute façon, je vous ai prévenu, Viviane, je vais être obligé de vous couper à un moment donné. Pour l'instant, je vous laisse parce Bon, on invite les bon, mais je vais personnes revenir. ici à faire une balade dans les éditions Viviane Ami. Donc, si on ne fait pas une balade avec Viviane Je Ami, pense que j'ai c'est tout faux. important. C'est vrai que bon, j'ai travaillé avant de créer la maison d'édition. J'ai travaillé dans 5 maisons d'édition et j'ai donné 5 fois ma démission parce que je n'étais pas satisfaite, parce que j'étais cantonnée dans une fonction attachée de presse, représentante, est-ce que je sais. Et donc j'ai décidé de sauter le pas avec bien sûr tous les événements qui avaient jalonné ma vie, des rencontres, des amours, des machins, etc. Et donc j'ai commencé à travailler aux éditions de la Différence. J'avais 25 ans.
ça a été une expérience extraordinaire. Alors effectivement, j'étais peut-être payée avec un lance-pierre, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était, quel apprentissage absolument mais vertigineux. Les éditions de la Différence, peut-être certains d'entre vous connaissent les éditions de la Différence, et en particulier une collection qui s'appelle Orphée, une collection de poésie qui faisait du bilingue, qui était dirigée par Claude Michel Cluny, et le directeur de cette maison d'édition, c'était Joachim Vital, qui est mort il y a maintenant, la maison est en liquidation. Donc c'était la poésie, j'ai découvert la poésie, j'ai tout découvert là. Et au bout de 3 ans, c'était les problèmes économiques qui étaient vraiment très, 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 très présents. J'ai donné une première fois ma démission. Et on m'a dit, ah non, c'est pas au moment où vous commencez à bien comprendre et à aimer ce que vous faites que vous allez partir. Bon, je suis restée. J'ai resté une année supplémentaire, j'ai fait un livre. On m'a laissé faire tout, du début jusqu'à la fin, la documentation. Je suis allée dans les bibliothèques, ça a été, alors à l'époque, il n'y avait pas une bibliothèque qui s'appelait Mythologie des lieux. C'était une collection qui s'appelait Mythologie des lieux. Et le premier livre de la collection, c'était un livre sur la Tour Eiffel. Je n'étais jamais allée à la Tour Eiffel. Donc il y a une collection, mais qui a eu qu'un seul livre dont j'ai été vraiment, je dirais, le maître d'œuvre, le maître Jacques. Je dormais à l'imprimerie j'ai fait la documentation. J'ai même trouvé celui qui allait préfacer l'ouvrage. J'avais trouvé un texte je ne me souviens plus de son nom, il était à l'Académie Goncourt, qui avait écrit en 1956 un texte sur la Tour Eiffel, et je suis allée à la Société des auteurs dramatiques pour lui demander s'il m'autorisait à reprendre son texte. Et il m'a dit ah oui, et puis il avait demandé certaines sommes. Alors j'étais arrivée à la différence, disant on compte 5 000 francs pour ce texte vieux de je sais pas quoi. Et puis bon, le texte est sorti. Il se trouve que ce monsieur, quand il a vu le livre qui a eu un petit succès, il dit ah, mademoiselle, c'est très bien, mais quand le prochain, il faudra que vous me montriez votre documentation pour que je puisse adapter mon texte au travail que vous donnez. Alors, toujours est-il qu'au bout d'1 an, j'ai fait ce livre, il est sorti, et là, les problèmes d'argent étaient plus possibles, donc je suis partie. Mais le virus de l'édition était là pour vous, parce qu'on va reprendre un petit peu la création de l'édition Viviane Ami. 1990, création de la maison d'édition Viviane Ami. Quelques années plus tard, création de... Ah, vous n'aimez pas le mot collection, mais en plus de ça, j'ai lu également, et pourtant on a un superbe catalogue qui est dans vos sacs, hein. On a 25 ans de découverte, d'amitié avec les auteurs, de fidélité. Pas d'amitié. Pas d'amitié, on va y revenir, oui. Mais de fidélité avec, en tout cas, réciproque. Et quand même pour quelqu'un qui, à la base, vous m'arrêtez si je me trompe, n'aimait pas vraiment le polar, ou en tout cas, c'est ce noir, vous avez créé toute une collection, Chemin Nocturne, qui va plus loin que ça, quoi. C'est pas... Tout à l'heure, mes excellents collègues, que vous avez pu admirer, Jérôme et Stan, ont parlé des livres qui sont rachetés, qui sont, comment dire, c'est scénarisé, souvent, voilà, c'est branché pour être des succès. Vous, les livres que vous avez édités dans cette collection, dans ces chemins nocturnes, vous ne les avez pas choisis comme ça pour devenir des succès. Vous les avez choisis différemment. Donc, on va revenir à la base de la création de Chemin Nocturne. 3 premiers textes. Racontez-nous comment se passe ce choix de ces textes, alors que vous faisiez plus de la littérature, on va dire. Bon, déjà, ces dernières années, on parle du genre. Bon, j'en ai marre du genre. Gender, je veux dire, le genre, c'est gender en anglais. En français, c'est genre. La langue française et la langue anglaise, c'est pas la même chose. Je ne vais pas me lancer dans ce débat, c'est pas la peine. Vous n'aimez pas les cases, on sait. Non, je n'aime pas les cases. Donc, toujours est-il que j'ai passé une année, l'année 89. Je crois que c'est extrêmement important, si vous voulez, de situer les choses dans le temps. L'histoire s'est considérablement accélérée, et je dirais que je suis la maison d'édition de ma propre histoire, l'histoire de mes parents, l'histoire de la maison d'édition, l'histoire de l'édition. S'inscrit, mais totalement, je suis passionnée par l'histoire de l'édition. Pourquoi ? Parce que l'expression des choses, l'expression se passe par l'écrit.
on écrit les choses et après, on peut illustrer. Alors l'enfant fait, dans le sable, il fait des petits dessins et on lui apprend à écrire, c'est-à-dire qu'à partir du doigt qu'il pose sur le sol, on va lui dire qu'il peut faire des ronds, peut faire des lignes droites, etc. Donc pour moi, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire il y a un point, c'est-à-dire posez le doigt et vous commencez à écrire ou à dessiner. Et si vous voulez, la maison d'édition, je l'ai projetée pendant des années, puisque j'ai su par la suite que très tôt, je voulais créer une maison d'édition, je ne m'en souvenais pas. Enfin bref, toujours est-il que... donc là, pendant toute l'année 89, j'ai analysé. J'ai analysé ce que j'avais appris, pourquoi je voulais créer cette maison d'édition. Qu'est-ce que c'est que créer quelque chose? C'est partir de rien, ou de soi en tout cas, de soi, debout sur ses deux pieds. Et donc, et travailler avec ce que l'on est, ce que l'on a appris, c'est-à-dire un corps entier, les pieds, les jambes, les genoux, le ventre, les seins, la tête, les bras, les mains. Et j'ai dit, voilà, alors, je veux découvrir les auteurs de demain. C'était très... Et en plus, dans la langue qui est la mienne, la langue française. Pour des raisons multiples, je suis née en Égypte, mais ma langue maternelle, la langue de ma mère, non pas la langue de mon père, était la langue française. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés en France. Donc cette langue, eh bien, je me suis dit, voilà, ce que je veux, et donc j'ai établi comme ça des orientations. Et j'ai le premier auteur de la maison d'édition qui a le numéro 1 de la maison d'édition, c'est Armande Gobrival. Armande Gobrival, dont j'ai reçu le manuscrit. Alors, c'est un tout petit peu aménagé, mais si vous voulez, voilà. En fait, c'est Josiane Savigno, que je connaissais parce que j'étais attachée de presse dans l'édition, à qui je parlais de la désir de créer la maison d'édition, qui m'a dit, mais j'ai rencontré quelqu'un, j'avais vu la pièce de son mari, c'était franchement pas terrible, mais elle, ça me semblait intéressant. Donc, elle lui a dit de m'envoyer son manuscrit, c'était en janvier 89. Et je reçois un recueil de nouvelles qui s'appelle Terre tranquille. J'y reste. Et donc, je vais à Troyes, puisqu'elle habitait Troyes, pour rencontrer elle s'appelait Marie-Ange Gobrival. Alors, c'est toutes les temporalités. C'est vachement difficile de vous expliquer ça parce que je vous raconte une genèse qui représente 36 années de ma vie, si j'ose dire. Essayer de passer du carnet à spirale aux éditions Viviane Ami, c'est aussi difficile que de parler du rapport de l'éditeur avec le traducteur ou avec l'auteur dont on espère qu'il va devenir écrivain, que de parler avec vous, avec le lecteur. Le lecteur, d'une certaine façon, au départ, il ne sait pas, il reçoit, il va dans une librairie, soit il cherche un livre pour prolonger son travail, soit il a envie de se détendre, soit il a envie d'essayer de résoudre une inquiétude, une anxiété. Et donc, donc j'ai élaboré un projet, j'ai fait des analyses à partir de l'histoire de l'édition, et je me suis rendu compte qu'à l'époque, la littérature américaine emplissait toutes les cases. Enfin, j'en pouvais plus. J'adore la littérature anglaise, enfin, vraiment, j'avais fait l'analyse que la littérature de la vieille Europe, était, on publie un premier livre, et comme ça ne marchait pas, à lire, est-ce que ça marche un livre? Je ne sais pas. Est-ce que la littérature, ça marche? Ça voyage, oui, mais est-ce que ça marche? Était abandonné. Alors bon, moi, j'adorais les éditions L'Âge d'Homme, etc. Enfin, bref. Et donc, j'ai décidé, puisque je n'avais pas un sou ou très peu d'argent, de publier des auteurs français et de publier des auteurs de ce que l'on appelait la vieille Europe, la Russie, parce que j'ai un tropisme très fort avec la Russie, la Hongrie, je ne parlais pas un mot d'allemand, je ne parlais pas du russe, enfin, si j'avais fait un peu de russe. Donc, toujours est-il, ça a été et j'ai commencé à chercher, à voyager dans ces différentes directions. Et j'ai reçu donc
par le biais, donc, je ne vais pas dire que... si, Josiane, au fil du temps, Josiane d'ailleurs, c'est écrit avec un Y. Au fil du temps, est devenue une amie, même si... Enfin, toujours est-il que ce premier texte, je suis allée voir l'auteur, et j'ai publié son recueil de nouvelles, mais quand j'étais allée chez elle, elle m'a lu 60 pages du roman qu'elle était en train d'écrire. Je suis restée encore plus pantoise qu'après avoir lu ces nouvelles, et je lui dis, bon, on va attendre que vous ayez terminé d'écrire votre roman pour le publier. Ce sera le premier livre de la maison d'édition, et j'ai continué à travailler. Et donc, on a eu comme ça échangé, etc. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais tu ne vas pas faire ce que tu reproches aux autres. Les nouvelles, ça ne marche pas, ça ne veut rien dire du tout. Donc, tu vas publier le recueil de nouvelles en attendant le développement du roman, et tu publieras le roman à partir du moment où, si j'ose dire, tu te sentiras capable de le défendre. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être un éditeur? Pour moi, c'est défendre un livre. Le défendre par tous les moyens possibles et imaginables. Même parfois l'impossible. D'où le fait également de peu publier via un ami. Parce que défendre un livre, ça veut dire lui laisser le temps de vivre, lui laisser le temps au lecteur de le découvrir, au bibliothécaire ou au libraire de le défendre. Parce que vous publiez très peu. Je vais revenir sur le départ de ce qui nous intéresse aujourd'hui un peu plus avec le Quai du Polar, c'est-à-dire le début de Chemin Nocturne. Vous avez reçu, parce que c'est votre habitude de recevoir par la poste, oui, les ouvrages, et vous avez l'habitude surtout de découvrir les textes, vous faire une idée de l'auteur à partir du texte et non pas l'inverse. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'a jamais bougé chez vous. Parlez-nous vraiment des deux premiers que vous avez reçus de la collection, de Chemin Nocturne, pour donner envie d'aller dans cette collection. Et pourquoi à ce moment-là se dire, mais finalement ça ne rentre pas dans... On va parler de cases, tant pis, on va parler de genre. Ça ne rentre pas dans le genre plus littérature, mais ça ne rentre pas dans le genre non plus polar. C'est quelque chose d'un petit peu différent. Parlez-nous de ces deux premiers textes. Il se trouve, alors encore une fois, je dois faire très rapidement et après je vous promets, je ne ferai plus. J'avais publié un livre traduit du serbo-croate, Philippe David, qui s'appelle Le Prince du Feu. La traductrice qui m'avait envoyé ce texte ne me connaissait pas, je ne sais pas comment elle est arrivée, enfin toujours est-il que j'avais lu, même si la traduction était, le moins que je puisse dire, pas très très au point, mais un texte magnifique. Donc je publie. Et il se trouve qu'il y a un papier qui passe dans Libération, de Liuba Jurgenson. Et il se trouve qu'une amie que j'avais connue, enfin une amie à l'époque, je l'avais connue en terminale, elle était aux États-Unis, elle enseignait aux États-Unis, et elle a acheté le livre de Philippe David, Le Prince du Feu, pour l'offrir à une amie à elle qui était yougoslave. La Yougoslavie n'existait plus quand le livre est sorti, mais j'avais acheté le livre au moment où la Yougoslavie existait encore, c'est-à-dire que la langue de la Yougoslavie, c'était le serbo-croate. Par faire le monde, ni l'histoire en tout cas. Et donc, elle m'envoie par un mail, une lettre, ou je ne sais plus comment, et elle me dit, écoute Viviane, je ne sais pas si c'est toi, mais quand même, je crois que c'est toi, voilà, j'ai acheté ce livre. Et puis, je me souviens de toi quand, en fac, et tu avais ton manteau bleu en velours. Et c'était bien elle, Monique Benezvi. Et donc, et il se trouve, voilà, et c'est là les choses s'inscrivent là. Monique fait la traduction d'Incidents dans la vie d'une jeune esclave qui m'avait été conseillée par une éditrice espagnole. Vous voyez, je veux dire, l'édition, ça voyage partout. C'est comme un pendule, ça peut faire des grands ronds comme ça. Et comme une balançoire, vous voyez. La balançoire, il faut éviter, hein, parce que ça peut être dangereux pour vos enfants. Ouais. Moi, quand j'étais petite, j'ai fait un tour complet et je me suis cassé la figure, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, du coup, après les balançoires, j'étais très, à part les balancelles, là, vous savez, comme, comment ça s'appelle, le peintre, là, 18e siècle, là. Enfin, bon, ça n'a pas... Les scarpolettes, voilà. voilà. Et donc, toujours est-il qu'elle publie ce livre qui est magnifique, qui est un des livres qui a été illustré par Baudouin, parce qu'on va revenir après, vous voyez qui est Baudouin. Bon. Et donc,
Eliane de Zone-Jones, qui enseignait aux États-Unis la littérature comparée. Elle me dit, j'ai une de mes amies qui a écrit un roman policier, qui connaît rien, ou en tout cas qui n'est pas très à l'aise, parce que c'est une grande spécialiste, elle a publié des choses très très scientifiques sur Proust, Génisée, etc. Et elle lui dit, écoute, Eliane, j'ai une amie qui vient de créer une maison d'édition, la maison d'édition avait 2 ans, envoie-lui ton manuscrit et elle te dira ce qu'il en est. Je reçois ce manuscrit, Meurtre chez Tante Léonie. Proust, moi, la mémoire, machin. Je lis ça enthousiaste. Et il se trouve qu'Eliane, qui vivait entre les États-Unis et la France, arrive en France et on se rencontre. Et je lui dis combien je trouve ça formidable, extraordinaire, machin. Non et je lui dis, mais est-ce que vous avez vu d'autres éditeurs? Alors elle me dit, non, elle avait publié des préfaces chez différents éditeurs sur Proust, sur Marguerite Yourcenar, etc. Mais un éditeur, comment dirais-je, ample, tout univers, tout l'univers, eh bien, et je lui dis, ah ben merde, alors elle va aller chez les autres, c'est trop bon, ça va être publié. Elle va trouver un autre éditeur. Et le week-end passe, et Eliane revient me voir, et elle me dit, écoutez, j'ai eu un coup de cœur pour votre maison d'édition. Pour la démarche. Voilà, la démarche. Et elle me donne ce texte. Je suis fière comme un petit banc. Et c'est là où Eliane me dit, écoutez, elle me dit une amie, mais ce n'était pas une amie, puisque aux États-Unis, Maud Tabachnik était allée faire des cours, je pense qu'elle avait fait là-bas. Elle me dit, j'ai une amie qui a publié un livre aux éditions de Noël, dans une collection qui s'appelait je ne sais plus comment. Elle n'est pas satisfaite de son éditeur. Est-ce qu'elle peut vous donner son manuscrit? Allons-y. Manuscrit qu'elle n'avait pas lu. Et donc, je reçois Un été pourri de Maud Tabachnik. Là, c'est quand même entre Meurtre chez Tante Léonie et Un été pourri de Maud Tabachnik. Je ne sais pas si vous situez un peu Maud Tabachnik. C'est une revendication totale, homosexuelle, une femme d'une vitalité juive revendiquant toutes ses identités. Et ce livre-là, bon, je veux dire, c'est des bonhommes qui sont émasculés, tout ça se passe aux États-Unis. Je vais créer une collection, je ne sais pas quoi. Et puis, et c'est là où le policier, encore une fois, moi je dis Agatha Christie. Le problème, c'est que quand je ne vais pas bien et que je n'arrive pas à lire, je relis 50 000 fois le même livre d'Agatha Christie, parce qu'à partir du moment où je connais l'histoire, on est cosy, vous savez, on est bien, on n'a pas de surprise. Effectivement, je veux dire, c'est vrai que quand vous connaissez la fin d'un livre, vous pouvez aller prendre des terrains, des chemins de traverse, etc. Et donc, à ce moment-là, j'avais lu, 2 ans auparavant, L'homme au cercle bleu. Pour des raisons... Non, même pas. C'est-à-dire que... c'est compliqué, on va faire simple. Donc j'avais lu L'homme au cercle bleu, qui était dans ma bibliothèque, qui avait été publié en 1991 par les éditions Hermé. Je me dis, c'est vachement bien ça, mais ce que je peux en faire, c'est vraiment policier. Et puis voilà, je vais créer une collection policière, vraiment la gamine, là, je suis contente, je frétille comme un petit gardon. Et je sais pas, je joins Fred Vargas, que j'avais rencontré effectivement par le biais de Baudouin 2 années auparavant. Voilà. Et c'était lui et elle qui m'avaient donné ce texte, qui était resté dans la bibliothèque. Fred, à l'époque, ne me répond pas. Et tout d'un coup, elle me répond et elle m'explique que j'étais très liée à Edmond Baudouin, puisque c'est Edmond Baudouin qui avait fait des illustrations pour lui, qu'il avait quitté et que donc je lui rappelais des mauvais souvenirs. J'écoute tout ça avec beaucoup c'était au téléphone tout ça. Et donc elle me dit qu'en fait, c'est là où elle m'explique que
Ce livre a été publié aux éditions Hermé, mais dans le mois qui a suivi, eh ben, il n'a plus été diffusé, donc la diffusion, la distribution, parce que ça ne marchait pas. Bon. Et elle me dit, oui, tous les éditeurs me refusaient le manuscrit, mes manuscrits, puisque son tout premier livre a été publié aux éditions du Masque. Ça s'appelle Les Jeux de l'amour et de la mort. Les Jeux de l'amour et de la mort. Elle avait rencontré, enfin bon, ça pourrait être Mille et une nuits, on n'a pas Mille et une nuits. On n'a pas Mille et une nuits, non. Donc, si vous voulez, elle me dit ça, je dis, ah bon, et elle me sort de son tiroir un texte qui s'appelle Ceux qui vont mourir te saluent. Et donc voilà, les 3 premiers textes de la maison d'édition, de la collection, pardon, français, sont en virtuel pour le moment, puisqu'il y en a un qui est écrit, l'autre qu'on m'a donné, mais ils ne sont pas encore sous la forme. Et donc je travaille sur le projet éditorial, la technique, je fais un démarquage des couvertures de la maison d'édition, et je décide que les livres seront noirs, parce qu'en fin de compte, la série noire, c'était noir et jaune, et que le noir, c'est... la maquette première de la maison d'édition, c'est le rouge et le noir. C'est un ovale à Stendhal. Et les livres sont imprimés en Bodoni parce que dans les promenades dans Rome, Stendhal rencontre Bodoni, l'imprimeur, qui lui présente deux livres. 2 livres, mais qui sont le même livre. Et lui dit, regardez celui, comme il est beau, magnifique. Et l'autre, oh, mais celui-là, il est affreux. Et Stendhal est un peu surpris parce que c'est le même texte. Et en fait, Bodoni était en train de défendre sa propre création, c'était un nouveau caractère, le Bodoni. C'est une des raisons pour lesquelles j'imprime les livres en Bodoni. Par contre, quand je travaille sur mon ordinateur, je prends toujours le caractère time, parce que l'édition, c'est voyager dans le temps. Donc, toujours est-il que les 2 premiers textes, je fais paraître. À l'époque, je faisais paraître 3 livres par mois, parce que je savais qu'entre le moment de lire et le moment de s'occuper de la diffusion du livre, il y avait beaucoup de travail, je ne pouvais pas tout faire en même temps. Et je m'étais dit que 3 livres, ça prenait plus de place, surtout qu'ils étaient de couleurs différentes, plus de place en librairie. Et puis en plus, les couleurs étaient vives. Bon. Et donc, il se trouve que je fais paraître les 2 premiers livres, Meurtre chez Tante Léonie et Un été pourri. Ça explose de tous les côtés. Moi, j'ai l'air complètement abruti. Je ne sais pas ce qui se passe. Estelle Montbrun. Ah oui, Eliane de Zone Jaune, ça avait honte. Donc, elle me dit, mais je ne veux pas prendre mon nom pour signer un roman policier. Je dis, ah, on n'est pas très bien. Je suis spécialiste de rien. Moi, j'ai pas de... Et donc, elle décide de s'appeler Estelle Montbrun. De la même façon qu'Armande Gobrival, qui a eu le Goncourt, qui s'appelait Marie-Ange Gobrival. Je dis Marie-Ange Gobrival, ça fait beaucoup. Et donc, elle a choisi Armande Gobrival en hommage à Armande Béjart, la compagne et la femme, puisque c'était la fille et la mère de Molière. Donc, toujours est-il qu'on se retrouve avec ces deux titres qui paraissent au mois de mars. Estelle Montbrun est invitée par Bernard Pivot à la dernière émission Apostrophe. Tout d'un coup, la presse s'en empare, enfin, etc. On découvre qu'elle a trucidé, que la dame qui est trucidée dans le livre d'Estelle Montbrun se reconnaît et elle dit, mon Dieu, alors, vraiment, la nunuche du coin, que je ne savais pas. Alors, aux États-Unis, je ne sais plus quel journal dit, oui, comment dirais-je, les universitaires françaises se crêpent le chignon. J'étais comme une idiote. Et ce qui se passe, donc, et au mois de mai suivant, donc mars, les 2 livres d'Estelle Montbrun et de Maud Tabachnik, et en mai, le livre de Fred Vargas, Ceux qui vont mourir te saluent, qui est sorti de son tiroir. Elle me dit, je l'avais reçu tout enrobé de rouge, comme si c'était à l'école, je veux dire, comme si c'était la copie d'un élève. Et puis tout d'un coup, paf, dans ma tête, je repense à un journaliste, écrivain que je connaissais, avec qui j'avais travaillé quand j'étais attachée de presse, qui s'appelle Jean-Pierre Morel. Et je me souviens d'avoir lu un texte de lui, qui s'appelle Règlement,
il était de mère autrichienne, il est toujours, pardon, enfin, je ne sais pas comment on dit, toujours, ses parents sont probablement morts puisqu'il est plus âgé que moi. Enfin, sa mère était autrichienne et son père français. Et ce texte règlement, c'était un essai, un récit documentaire, autobiographique, où il parlait de lui et en même temps faisant des références à Vienne, à l'Autriche, à Chartres où il habitait, à la cathédrale de Chartres où il habitait. Et cette scène est fondamentale, il est assis dans je ne sais plus quelle pièce et il attend les déménageurs et il regarde les cartons dans lesquels il y a les livres de sa bibliothèque. Et il s'arrête sur les livres qui contenaient les livres policiers, ou du moins plutôt de la série noire. Parce que la série noire, c'était peut-être un sous-genre, mais la série noire, c'est une collection absolument remarquable. Je veux dire, on a oublié qu'en fait, dans l'histoire, je veux dire, beaucoup d'artistes américains, que ce soit comment s'appelle, que ce soit des écrivains, que ce soit des musiciens, que ce soit le jazz, c'est par Paris qu'ils sont passés. Chester Himes, par exemple, il a vécu en France. Chester Himes, vous lisez ses textes, mais c'est une férocité à l'égard de la communauté noire. Mais je me souviendrai toujours, je crois que c'est dans La Reine des Pommes, il y a un homme, d'ailleurs les deux personnages de Chester Himes, Ed Fossoyeur et le deuxième, c'est comme il s'appelle, les deux flics noirs qui... Enfin, il y en a un qui s'appelle Ed Fossoyeur. Et il y a une scène... C'est bon, je peux continuer ou il faut que j'arrête? Je vais vous arrêter dans 15 secondes, mais je vous laisse continuer. Là. Voilà, il y a une scène dans La Reine des Pommes, il y a un personnage qui est sur une mobilette, et puis il roule, et puis il y a un camion avec une lame d'acier qui lui coupe la tête. Et donc, comme les poules, la mobilette continue à rouler, et le personnage, celui qui est sur la mobilette, il reste sur la mobilette. Ed Cercueil et puis son compagnon, qui sont complètement bousillés de tous les côtés. Enfin, ils ont été recousus de tous les côtés. Et donc, il y a, je sais plus. Donc, si vous voulez, donc j'avais fait cette analyse, la série noire qui était chez Gallimard, qui était dans un entresol, parce que c'était pas assez chic. Et donc, justement, je vais vous couper quand même sur ce côté chic, parce que ça m'intéresse, moi, ça. Ce côté chic. Surtout pour quelqu'un à la base qui n'est pas au polar, quoi. Ce côté chic, parce que 25 ans plus tard, cette collection, on va parler de collection, compte, si je ne me trompe pas, 64 titres, je crois. Hein, oui, ça doit être écrit dans le... Et a remporté des distinctions importantes qui ne sont pas des distinctions de polar, qui sont des distinctions de littérature. Justement, vous me parlez, c'est pour ça que je vous coupe là-dessus, vous me parlez de la série noire qui est, bien sûr, à l'époque c'était un sous-genre, hein, le polar, c'était en tout cas considéré comme cela. Marcel Duhamel, oui, il était, c'est tous les... Je veux dire, c'est d'ailleurs à l'heure actuelle, parce que Patrick Rénal, que j'avais connu comme journaliste, avait créé La Noire. Parce que pour faire du marketing, il y avait, après la série noire, il y a eu La Noire. La Noire, c'était la blanche. Ils avaient repris la couverture de la blanche pour faire La Noire. Ça n'a pas marché. Alors, ce qui était drôle, c'est que dans cette collection La Noire, eh bien, Patrick Rénal avait repris un texte de Jorge Ibargüengoitia, qui était un auteur mexicain, je crois, qui s'appelle Les Mortes, que j'avais défendu quand j'étais aux éditions Belfond. Je me suis dit, bon. Donc, vous voyez, je veux dire, mon rapport au roman policier ou au roman noir, ou je ne sais pas comment, est quand même très, très lacunaire. C'est-à-dire que je lis. Si je suis séduite, si je suis emportée, autant on emporte le vent, je lis, je poursuis. Et puis après, je veux dire, effectivement, quand j'ai décidé de créer une maison d'édition, j'ai appris, enfin, de la même façon, j'ai fait du droit pour m'obliger à me tenir droite, si j'ose dire.
pour avoir le droit d'avoir fait des études. Bon, ça, c'est pas repartir sur ça n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai que, donc tout d'un coup, je vais dire, de m'inscrire dans l'histoire de l'édition, puisque c'était mon ambition complètement démesurée, même si je publie peu. Les éditions Gaïa, c'est pas anodin. Vous publiez beaucoup de textes de votre langue, de langue et des langues avoisinantes, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas, Suzanne, vous êtes danoise, je ne sais pas ce que vous êtes exactement, en fait. Ah bon, danoise, suédoise, enfin bon. Donc, les éditions Gaïa font connaître en France cette littérature-là. Moi, j'avais envie de faire connaître pas la littérature de la France, enfin, en tout cas que ma langue soit mon véhicule, je peux dire un véhicule. Et justement, ce véhicule, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que des romans dits collection noire, dits polars, soient récompensés au bout de quelques années, alors qu'on était sous un sous-genre, par des prix qui ne sont pas des prix qui sont dédiés au polar. Ça vous fait dire quoi sur les lecteurs, sur la qualité d'ailleurs des œuvres qui sont éditées en polar? Est-ce que désormais on a quand même dans ce monde de l'édition, et là pour qu'il y ait du polar, on a quand même des écrivains qui sont des espèces de témoins assez fabuleux de leur temps, avec une qualité littéraire de haut vol? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que ça vous inspire et ça montre que vous aviez raison finalement, il y a 25 ans en arrière, d'avoir votre propre ligne, de peu publier et de choisir justement des textes qui ne sont pas facilement mis dans le café dans la librairie de la gare? Je ne sais pas si j'ai raison. Je ne sais pas du tout. Je veux dire, là, je dirais que je suis à l'heure actuelle en procès avec Flammarion à propos de la couverture du livre de Fred Vargas, Temps glaciaire. Parce qu'en fait, j'avais décidé pour des raisons, je veux dire, on m'avait imposé des conditions qui ne me convenaient plus. Donc j'ai décidé, après multiples tentatives au fil du temps, qui ont été extrêmement douloureuses d'un point de vue, comment dirais-je, affectif. J'aime infiniment Fred Vargas. C'est quelqu'un de tout à fait étonnant. Mais je savais, au bout d'un moment, ce n'était plus de moi dont il s'agissait, c'était la maison d'édition qui était en cause. C'est-à-dire que cette espèce de... C'est pas pour rien que son personnage s'appelle Adamsberg. Ce personnage du commissaire Adamsberg que j'avais essayé plusieurs fois, non pas de lui faire abandonner, mais de peut-être le mettre un peu au placard. Mettre un personnage, le commissaire Adamsberg dans un placard, c'était impossible. Je veux bien le croire. Mais disons qu'au bout d'un moment, si vous voulez, la façon dont son personnage avait pris le pas sur celle qui écrivait, c'était devenu insupportable pour moi, pour la maison d'édition, pour les autres auteurs et écrivains de la maison d'édition. Donc j'ai dit à Fred, après avoir fait tout ce qui me semblait être possible de faire pour qu'elle comprenne que les éditions Viviane Ami, que cette collection, que les éditions Viviane Ami n'étaient pas la même chose que les éditions Gallimard ou les éditions Flammarion, ou n'importe quelle maison d'édition justement qui crée des collections, c'est-à-dire qu'en fonction des demandes du public, on crée une collection et comme une oie, on la gave. Donc, bon, ça a été un cauchemar. Ça a été très, 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 très douloureux parce qu'en plus, c'était génial parce qu'avec... c'est fabuleux avec cette collection policière où j'avais toute la liberté de publier qui je voulais, puisque je ne publie pas des amis. J'ai même refusé d'ailleurs de publier ma sœur, ce qui n'a pas été une mince affaire. Les repas de famille. Bref. Justement, je vais poser une question là-dessus, bien ami, par rapport aux auteurs, parce que vous parliez de Fred Vargas. Moi, je vais vous citer Dominique Sylvain. Oui, je vais vous citer peut-être... Ça, c'est pour Dominique que je voulais. Je vais vous citer Antonin Varenne. Et je vais vous citer aussi... c'est Alexis, son prénom, que je ne me trompe pas, Alexis Ragounou. Là, on va
parle de demain finalement avec ces auteurs-là, on parle des prochains titres. On peut parler aussi d'Estelle Montbrun, Meurtre à Montaigne, et là la boucle est bouclée avec 25 ans en août parce que c'est le nouveau. Oui, allez-y. Meurtre chez Tante Léonie, je m'en suis rendu compte en publiant, en faisant tout le travail sur les 25 ans. Meurtre chez Tante Léonie, que je connais pas par cœur, mais que je connais bien, parce que tous les livres de la maison d'édition, je les ai au moins, les livres de Fred Vargas, ceux sur lesquels je travaille le moins d'un point de vue écriture, parce qu'avec Fred, par contre, on travaille beaucoup psychologiquement. Enfin, c'est lourd. Vous avez écrit « Je porte » dans votre interview. Vous portez, oui, vous portez les textes, oui. Oui, je porte, oui. C'est ce que j'avais écrit. Les textes, ça va, c'est parfois les auteurs qui sont, on va dire qu'ils sont gros, ils sont lourds. Ils pèsent lourd sur les épaules. Ce sont des petits enfants qu'on essaye de faire grandir. C'est pas toujours facile. Bref, Meurtre chez Tante Léonie était, et il y avait en exergue une phrase de Montaigne. Et je l'ai pas sous. La phrase c'est si on devait écrire, je sais pas quoi. Vous n'avez pas un exemplaire de Meurtre chez Tante Léonie sous la main? Bon, moi, je vous conseille d'aller voir Meurtre chez Tante Léonie. Il y a un exergue, une phrase, les faiseurs à propos du meurtre. Enfin, donc, et effectivement, et donc après, et Eliane a écrit en anglais un texte qu'elle m'a donné, que je n'ai pas lu, mais que je vais publier quand elle aura traduit en français. Donc effectivement, il y a, en 25 ans, Eliane m'a donné toujours avec une fidélité à toute épreuve, c'est-à-dire, non pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas contente, mais disons qu'elle savait que je faisais tout ce que je pouvais faire. Donc Meurtre chez Tante Léonie, Meurtre à Isla Negra, chez Marguerite Yourcenar, Marthe à Petite Plaisance, pardon, chez Marguerite Yourcenar, Meurtre chez Colette, qu'elle a écrit avec une amie qui était une spécialiste de Colette, Meurtre à Isla Negra, chez Pablo Neruda. J'ai publié d'elle Le fantôme du petit Marcel, et j'ai enfin réussi à lui faire abandonner sa pseudonyme, puisque Eliane de Zon-Jones et Stéphane Heuet qui ont écrit ce livre, et elle m'a donné Meurtre à Montaigne. Ah oui, alors j'ai publié aussi, mais hors commerce, une pièce de théâtre qui s'appelle sur Marguerite Yourcenar, que j'ai publiée hors commerce sous 3 langues, enfin dans 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol, parce que Michel Sard, avec qui elle a écrit cette pièce, a épousé un Chilien, et donc la pièce a été jouée aux États-Unis, a été jouée au Chili, mais elle n'a pas été publiée en France, parce que ce que j'avais dit à Eliane de Zon-Jones, Estelle Montbrun et à Michel Sard, c'est que en France, pour qu'une pièce, la publication d'une pièce, il fallait qu'elle soit jouée. Donc je leur avais dit que ce texte-là, on pouvait le distribuer pour trouver le lieu et les acteurs pour le jouer, et que je le ferais passer en commerce, c'est-à-dire en faisant payer le livre quand bref, toujours est-il que, et là, Eliane m'a donné en même temps que Meurtre à Montaigne, que bien sûr j'ai lu tout de suite, et un texte dont j'ai oublié le titre en anglais, qu'elle a écrit en anglais, et que je veux absolument la convaincre de traduire elle-même en français, de façon à ce que je publie le texte dans ces 2 versions. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que lire, si ce n'est traduire? Traduire le regard de l'autre. En tout cas, pour moi, être éditeur, c'est regarder les visages des gens, les corps des gens, de voir la gestuelle, la chevelure de madame, votre chignon, vos cheveux raides, vos cheveux gris, votre début de calvitie. Stan. Arnaud, mon collaborateur qui a les cheveux bouclés. Justement, moi, c'est une question que je voulais vous poser, parce que
en regardant quelques interviews de vous avant de venir ici et pour préparer la rencontre. Et vous avez une expression que j'aime beaucoup et que j'ai eu le plaisir de recevoir la semaine dernière, Estelle Sarabul et Paola Pigani à la librairie, et donc un dialogue croisé entre les deux. Je vais trouver ça, moi, personnellement passionnant. Et Estelle Sarabul et Paola Pigani sont tombés complètement d'accord sur cette expression, la juste place de l'auteur. Et je vous ai entendu parler de la juste place, également la vôtre, dans l'édition, et en tout cas avec vos auteurs. Et moi, en tant que libraire, je crois que je suis également à ma juste place. Est-ce que vous m'expliquez ce qu'est la juste place pour vous, Viviane Ami, dans votre maison d'édition, avec vos auteurs, cette juste place? Et je crois que malheureusement, ce sera ma dernière question, parce que ça passe vite avec C'est vous. simple. Il faut que ce soit aussi juste que le bruit du cristal. Alors là, je m'attendais à une réponse très longue, Viviane Ami. Et je me suis dit, on va finir là-dessus, mais non. Alors, explique-moi un peu plus ce bruit du cristal. C'est-à-dire... La première fois où je suis allée, peut-être la deuxième fois à Venise, je suis allée à Murano. Et vous voyez ce que c'est, Murano? C'est les souffleurs de verre. Et il y avait des lustres qui pendaient. Alors, il y en avait qui étaient très très beaux et d'autres. Vous m'entendez? Et d'autres qui n'étaient pas beaux du tout. Alors, ce que j'ai fait, j'ai traversé la salle en faisant sonner pas les sonnailles, mais toutes les pendeloques. Oui, des tas de machins je ne sais pas comment ça s'appelle les... Oui, des pampilles ou alors des gouttes d'eau. Et c'est magnifique, c'est comme le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux, ça peut être... Il peut y avoir une quantité astronomique d'oiseaux, c'est pas discordant, c'est l'harmonie. Et voilà, le cristal, voilà, la justesse, c'est ça. Donc ça veut dire que... Voilà, alors, justesse et justice, c'est pas du tout la même chose. Par contre, en anglais, comment on dit justice? Comment on dit justice et comment on dit justesse? La justice, c'est essayer. La justice, c'est une balance. La justice, c'est une balance. Et il faut que ce soit équilibré. Alors parfois c'est à droite, parfois c'est à gauche. Par contre, la justesse, c'est chacun qui doit trouver sa propre place. Ou trouver comme un son sur une clé de fa, de sol, ou je ne sais pas quoi. Combien y a-t-il de clés en musique? 7. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc il faut qu'on soit juste en fonction de la journée dans laquelle on est, ou de l'heure ou dans la seconde dans laquelle on est. Ce qui est juste, c'est la seconde qui passe et qui prend le relais avec la seconde suivante pour créer une minute, pour créer après des demi-heures et des heures et des mois et des années et des siècles. Vous savez, ce qui m'a frappé, mais ça a mis du temps à m'en rendre compte, c'est que la collection policière a 25 ans. La collection policière a 25 ans et la maison d'édition, je croyais que c'est l'année prochaine, la maison d'édition a 30 ans. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que la maison d'édition, d'un point de vue... Alors, la collection policière a vu le jour, les livres ont vu le jour en mars 90, non, en mars 94. Il est évident qu'il y a eu tout un travail souterrain, comme un iceberg, vous savez. On voit un petit bout là, coucou, c'est charmant. C'est tout ce qu'il y a en dessous. Et puis pour faire fondre ce morceau d'iceberg, c'est pas une mince affaire, il faut du temps. Donc, oui, et donc, les livres sont sortis en mars 94, mais il y a eu tout le travail avant, avec les auteurs, avec moi aussi, avec le diffuseur, avec tous les représentants, tout ça. Les représentants qui m'ont dit, oh, mais ça ne correspond pas à votre image, vous êtes trop littéraire. Ah bon, trop littéraire, ça veut dire, ça va être quoi? Vous
sais, maintenant, il y a les littératures littéraires, ou les romans littéraires et les romans, je ne sais pas quoi. Enfin, donc, la maison d'édition a été immatriculée au registre du commerce. Alors, vous, en tant que libraire, vous savez ce que c'est. Enfin, peut-être que les documentalistes savent être immatriculés au registre du commerce. Vous savez ce que ça signifie, vous, documentaliste? C'est-à-dire donner naissance à une entreprise, à quelque chose que vous projetez avec tous les projets que vous pouvez avoir pour cette entreprise-là. Et donc, la maison d'édition a été immatriculée au registre du commerce le 12 décembre 1989. Et je me suis rendu compte que donc, la collection a 25 ans et la maison d'édition 30 la même année. Et qu'en fait, c'est comme si, vous voyez, dans une année bissextile, on retire, je ne sais pas, un jour. Au mois de février, il y a soit 28 jours, soit 29 jours. Pour des raisons que je n'ai jamais très bien compris. Mais je me suis dit, mon Dieu, c'est extraordinaire. En fin de compte, il y a quelqu'un qui est né le 29 février, il fête son anniversaire tous les 4 ans. Je trouve ça pas mal du tout pour faire un pied de nez au temps. Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous avez répondu dans le sens où, en fait, vous êtes passionné et vous êtes passionnante dans votre métier d'éditrice, Viviane Ami. Vous avez créé justement le temps. Vous avez laissé le temps aux livres et aux auteurs de vous prendre avez des place. petites fleurs sur votre chemise. Je suis toujours très fleuri, moi. Ouais, c'est ma période acné. Vous savez, les boutons, maintenant, je suis en fleurs. Voilà. Vous avez laissé le temps aux libraires de défendre et aux bibliothécaires également, en reconnaissant vos auteurs. Et en ça, vous pouvez être vraiment remercié, Viviane Ami. Je vous remercie pour cette heure passée en votre compagnie. Merci pour votre attention. Vous avez vu, avec Viviane Ami, en fait, c'est simple et compliqué à la fois. Vous n'allez pas m'en vouloir en disant ça. Hein. C'est parce que on a quelqu'un... Mais non, mais vous savez, simple, c'est pas la même chose que facile. Simple, c'est comme juste. Facile, pas intéressant. Il faut arriver à la simplicité. C'est comme les fleurs, justement. Une branche de lilas. On dit que c'est une fleur, mais c'est une tige sur laquelle il y a plusieurs fleurs. C'est ça qui est extraordinaire. C'est comme le lilas. Le lilas, c'est des petites boules. Et quand c'est dehors, ça se déploie. Par contre, quand c'est cueilli et mis dans un pot à l'intérieur quand il fait trop chaud, puisque ce sont des fleurs du mois de janvier, ça se ratatine. Ça se ratatine de manière terrible. Alors bon, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Ouais, parce que les éditions Viviane Ami, donc, c'est une magnifique branche de lilas. Je vous propose et proposer à vos lecteurs, que ce soit en bibliothèque ou en librairie, Estelle Montbrun, Meurtre à Montagne, parce que franchement, c'est un moment superbe de lecture, très décontractant, mais très intelligent en même temps, avec un univers un petit peu à la Chabrol. Moi, j'aime bien. Voilà. Merci beaucoup à vous.